Bonjour à toutes et à tous, cher Pierre-Pascal Boulanger, chers lycéens, chers étudiants, chers amis, mesdames et messieurs. Je me réjouis de vous accueillir pour cette 12e édition du Printemps de l'économie, ici au Palais d'Iéna, au Conseil économique, social et environnemental. Je tiens à ce que le CESE soit une agora républicaine, un lieu ouvert à la société civile, au monde académique, dans toute leur diversité, et les 30 tables rondes qui vous occuperont toute cette semaine l'illustrent à merveille. Cette 12e édition est singulière puisqu'elle se tient à quelques semaines maintenant des prochaines élections européennes et se consacre justement à la question « Quelle Europe dans un monde fragmenté ?» Il faut que vous sachiez que cet hémicycle, la semaine dernière, nous l'avons également dédié à la question européenne dans le cadre de 2 journées de rencontres où se sont tenues des auditions de députés européens sortants ainsi que de nombreux ateliers thématiques. Nous avons en parallèle bénéficié d'expertises d'universitaires pour aider à décrypter les principales avancées du mandat qui s'achève. Ce printemps de l'économie entretient donc la flamme. Tout cela n'est pas de trop pour traverser des crises multiples à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Dissensions autour de nombreuses politiques communes concernant l'agriculture, l'écologie, la défense, l'énergie, les migrations, mais également montée de l'abstention ou partis ouvertement anti-européens, prolifération de la désinformation, sans parler de 2 théâtres de guerre à quelques centaines de kilomètres de nos frontières qui peuvent diviser les États membres et opposer les opinions publiques dès lors qu'il faut y apporter des réponses efficaces et crédibles. Jamais la question de la souveraineté globale et de l'autonomie stratégique de notre Union face à la montée de l'unilatéralisme ne s'est posée aussi fortement, alors même que le projet européen s'est fondé sur la coopération, le commerce et les échanges. L'Europe se retrouve confrontée à une de ces crises existentielles qui l'ont souvent aidée à avancer et approfondir les liens entre membres de l'Union. Mais rien n'est joué d'avance et l'histoire a montré combien de grands projets de civilisation peuvent se briser sur les égoïsmes nationaux, sur les peurs et les haines, sur un conflit local qui dégénère. C'est pourquoi nous avons besoin d'asseoir nos démocraties, de défendre nos modèles, d'affirmer nos valeurs de progrès, de justice, de prospérité, de respect des droits humains et des contre-pouvoirs. Une démocratie véritable n'est pas qu'un régime politique, un ensemble de règles. Elle suppose l'engagement et l'adhésion des citoyens. Je pourrais dire que dans un monde où la démocratie régresse, quantitativement et qualitativement, y compris en Europe, il n'y a pas de démocratie, il n'y a que des preuves de démocratie. En démocratisant la société, tous les grands choix qui s'imposent à nous, en restant vigilants et en se méfiant à la fois de toute naïveté et de tout cynisme. Je suis persuadé que vous nous éclairerez dans ces méandres, appuyés par tous les intervenants et notamment par quelques conseillers du CESE que je remercie pour leur participation, Marianne Tordeux-Bitker, Kenza Okancé, Catherine Lyon, Didier Kling, Jacques Cressel, Henri Biespéret et Martine Vigneault. Je vous souhaite donc de très fructueuses journées de travail dans notre assemblée. Beau printemps de l'économie. Bonjour à tous et à tous. En tant que président du groupe Omnes Éducation, je suis ravi également de vous accueillir pour cette 12e édition. Nous sommes honorés d'en être le mécène principal depuis plusieurs années. Cette nouvelle édition s'inscrit, comme l'a dit Monsieur le Président, sur une toile de fond qui est celle de l'Europe, à quelques semaines d'un exercice démocratique essentiel qui doit encore et toujours faire la preuve de son ambition et de sa raison. Élevée au rang de vieux continent, elle représente une certaine sagesse et un repère pour des modèles de démocratie aussi enviés que questionnés, voire attaqués plus récemment.
Je pense m'avancer sans risque en vous disant que nous sommes tous ensemble du camp des partisans inlassables et infatigables de la démocratie et de l'Europe. Ceci se construit de notre plus jeune âge et je remercie tous ces jeunes qui nous entourent aujourd'hui. Cette démocratie, nous devons la défendre chaque jour. C'est elle qui constitue un rempart contre bien des maux, contre lesquels il nous faut lutter, même au XXIe siècle. Je souhaite que ces conférences et débats soient le plus riches possible et contribuent à renforcer le rôle de l'éducation et de l'enseignement supérieur, biens communs qui sont une clé essentielle pour faire grandir nos modèles de société et apporter des réponses plurielles, ouvertes et éclairées aux grands enjeux sociétaux et économiques. Nous devons sans relâche les adapter et en faire des priorités pour continuer à bâtir notre modèle de société de demain, plus solidaire et plus responsable. Notre jeunesse est prête à s'emparer de nos défis qui sont devant nous pour gérer les transitions démographiques, environnementales et technologiques, pour autant qu'on leur fasse confiance et qu'on lui transmette les connaissances, les compétences et les fondamentaux pour construire un mieux vivre ensemble. Pour une Europe où chacun et chacune se sente à sa place, puisse s'épanouir dans ses dimensions personnelles, professionnelles et citoyennes. Soyez remerciés tous pour votre participation à ces journées et à vos contributions. Bonjour, bienvenue au Printemps de l'économie, 12e édition déjà. Et évidemment, en premier, un grand merci à l'hôte des lieux, Thierry Baudet, qui nous accueille pour la 3e année consécutive au Conseil économique, social et environnemental. Et pour les jeunes qui ne le sauraient pas, c'est la 3e Assemblée constitutionnelle de la République. Vous êtes donc ici dans un magnifique hémicycle. Le CESE est un lieu symbolique, très fort, un lieu démocratique, notamment, si on veut prendre pour exemple, les nombreuses conférences citoyennes qui se sont tenues ici. Alors forcément, pour nous, le CESE, c'est un peu notre maison, puisqu'à l'origine du Printemps de l'économie, c'est Michel Rocard qui m'a poussé à créer ce Printemps de l'économie, convaincu que nous étions tous les deux que la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Évidemment, il n'y a pas que la méconnaissance en économie. L'économie est soumise plus que jamais aux géopolitiques. Voilà pourquoi cette édition du Printemps de l'économie va être obligatoirement interdisciplinaire. Vous allez donc avoir des historiens, des politologues, vous allez avoir différentes sciences sociales qui seront représentées, et pas uniquement des économistes, quoi qu'on pourrait très bien dire qu'au bout du compte, la science économique ou l'économie politique est une science sociale. Je vous souhaite un très bon Printemps de l'économie. À 2 mois des élections européennes, nous allons parler d'Europe. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Thierry Fabre de Challenge, ravi d'animer cette première table ronde et j'appelle d'ailleurs les participants à monter sur l'estrade. Ravi d'animer aussi ce premier débat sur ce thème. Je remercie encore Pierre-Pascal Boulanger d'abord d'avoir organisé ces rencontres. On est partenaires à Challenge depuis le début. Au début, je me souviens, c'était un peu du bricolage, mais il y est arrivé. C'est quand même une prouesse d'arriver aujourd'hui à ces multiples conférences. Et autre prouesse, c'est de parler d'Europe. C'est vrai qu'on a ces élections qui arrivent, mais vous savez, dans les médias, c'est toujours un peu compliqué de parler d'Europe. Et en ce moment, alors pour des raisons sans doute dramatiques, mais on en parle. Donc c'est déjà un point positif, et de se poser la question sur ce continent, c'est parce qu'il y a eu le Covid, parce que la guerre en Ukraine, quand les gens sont plus sensibilisés, mais au moins on s'intéresse à l'Europe, alors que jusqu'alors, vous savez, quand on proposait un sujet européen il y a une dizaine d'années, votre direction disait mais est-ce que ça va intéresser nos lecteurs? Non, aujourd'hui ça intéresse nos lecteurs. Je commencerai ce débat en laissant la parole à Monsieur Gomard, qui est donc directeur général de l'IFRI. En 2 mots, l'IFRI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le principal think tank, ce qu'on appelle les think tanks français. Souvent, on fait quelques complexes en France en disant on a des petits think tanks, mais l'IFRI, non. C'est vraiment un organisme puissant avec une 50aine de chercheurs qui a fait autorité au niveau international en matière géopolitique. Et donc, Monsieur
Gomard va nous planter le décor justement sur la géopolitique. Dans quel état se trouve l'Europe? Est-ce que l'Europe peut faire face à ces fractures qui la secouent? Et M. Gomard est légèrement pessimiste, c'est mon petit doigt qui me le dit, mais je pense que ça va permettre de poser le problème pour mettre l'Europe face à ses responsabilités. À vous. Merci beaucoup Thierry, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être au CESE pour la raison suivante, c'est que la dernière fois que je suis venu au CESE, c'était avec mon professeur de lycée d'histoire-géographie. Voilà. Et alors je le dis aux jeunes qui sont dans la salle, méfiez-vous parce que ça vient beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attend quand on est lycéen, de se retrouver non pas dans le public mais à l'estrade. Voilà, donc sachez que le temps passe trop vite en fait. Alors Thierry, vous m'avez demandé en 5 minutes de faire un tour d'horizon géopolitique en restant optimiste, si je comprends bien. Donc c'est une mission quand même très délicate pour un mardi matin, mais je vais essayer d'y répondre en vous proposant peut-être de commencer par l'arrière-plan sur lequel, à mon avis, il faut placer l'Europe quand on essaie de faire une description géopolitique synthétique. Cet arrière-plan est double. C'est d'une part la convergence entre deux tendances très profondes. La première, et je pense que vous en êtes tous convaincus, c'est l'accélération de la dégradation environnementale dans ces 3 composantes principales que sont le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et les pollutions. Et la deuxième tendance, c'est l'accélération de ce qu'on pourrait appeler la mise en données du monde. Le fait qu'aujourd'hui, au CESE, vous utilisez votre portable, donc vous mobilisez des données, que vous produisez des données, et que plus on avance, plus nos comportements sont producteurs de données, que ce soit des comportements de consommation ou de plus en plus nos comportements politiques. Et donc ça, c'est la première convergence, à mon avis, à avoir à l'esprit quand on essaie ensuite de placer l'Europe. Le deuxième arrière-plan, c'est la question fondamentale de l'énergie et des mix énergétiques. Pourquoi je le mentionne d'emblée? Parce que ça va me permettre d'aller ensuite à l'essentiel du sujet sur la géopolitique. C'est que vous avez aujourd'hui un mix énergétique. Ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est la composition de toutes les énergies qu'on utilise, que ce soit le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, le renouvelable, etc. Et ce mix énergétique, aujourd'hui, est à 82% composé d'énergie fossile, c'est-à-dire de pétrole, de gaz et surtout de charbon. Et que ce mix, il repose sur une géopolitique, précisément, puisque les ressources sont quelque part, qu'il faut les échanger, qu'il y a des circuits, et que donc cette géopolitique s'inscrit dans un cadre stratégique. C'est pour faire simple ce qu'on pourrait appeler la géopolitique du pétrole, qui est très liée aussi à l'utilisation du dollar. Bon. Eh bien, cette géopolitique, il faut aujourd'hui la comprendre aussi avec ce que je disais au premier point, la géopolitique des données. Le fait que les données que nous produisons, elles sont quelque part, elles sont administrées, mais elles peuvent être administrées depuis des pays tiers. C'est-à-dire qu'on peut avoir des données localisées en Europe, mais qui sont utilisées par des gens basés en Inde, par exemple. Donc ces deux géopolitiques, pour faire simple, la géopolitique du pétrole et la géopolitique des données, se superposent et nous placent dans une situation de très grande complexité. C'est-à-dire qu'à analyser déjà, c'est pas simple, et ensuite, d'adopter un comportement politique efficace, c'est encore moins simple. Alors, ce cadre opposé, j'en viens maintenant à l'Europe, parce que vous voyez bien, pour l'Europe, le double problème est de se situer par rapport à cette géopolitique de l'énergie et du pétrole en particulier, puisqu'elle a très peu de ressources sur son territoire par rapport à d'autres régions du monde. Et puis, il y a les données, elle produit beaucoup de données, mais elle ne dispose pas forcément des outils, comme par exemple les États-Unis, pour exploiter au maximum ces données. Vous connaissez tous les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ça, c'est ce qu'on appelle les grandes plateformes numériques qui sont en train en fait de restructurer une partie du capitalisme mondial et donc de placer les Européens à la fois dans une situation de force, puisqu'ils produisent beaucoup de données, et de faiblesse, parce qu'ils ne disposent pas forcément des plateformes numériques leur permettant d'exploiter économiquement ces données le mieux possible. Le deuxième point, peut-être pour caractériser l'Europe, c'est que l'Europe, et c'est la beauté du projet européen depuis 1957, le traité de Rome, c'est que c'est un projet qui a produit de la paix entre ses membres. Et ça, je pense qu'il faut toujours le rappeler, et que c'est un projet qui s'est construit sur une idée de réconciliation, la réconciliation franco-allemande, laquelle a servi de modèle à beaucoup d'autres processus politiques analogues à travers le monde.
Donc ce projet de paix est aujourd'hui dans une situation à la fois de renforcement entre ses membres, mais en même temps dans une situation où il est percuté par des événements extérieurs, et évidemment celui auquel on pense tout de suite, c'est la guerre d'Ukraine. La gravité de la guerre d'Ukraine, et je suis désolé malheureusement d'utiliser un terme comme celui-là un mardi matin, la gravité de la guerre d'Ukraine, c'est qu'il fait perdre à l'Europe son principal avantage comparatif sur la scène internationale, qui était sa stabilité stratégique. Et les Européens sont aujourd'hui dans une situation très délicate pour la raison suivante, c'est qu'en tendance, les Européens, comme ils étaient capables de produire cette paix entre eux, ont cru au fond que leur modèle allait s'exporter au-delà de leurs frontières et que tout le monde au fond allait l'adopter d'une certaine manière, au moins intellectuellement. Or, la situation critique qui est la leur s'explique par le fait que les Européens ont décidé de désarmer, de moins dépenser pour leurs armées depuis le début des années 70. Depuis le début des années 70, vous devez avoir des repères peut-être avec vos cours, ils étaient entre 3 et 4% de PIB de dépenses militaires et ils sont aujourd'hui entre 1,5 et 2% de PIB de dépenses militaires. Donc ils désarment depuis le début des années 70, donc on peut voir ça comme un mouvement très positif en soi, allant dans le sens de la paix, mais ils ont continué à désarmer après le 11 septembre 2001, alors que les autres acteurs stratégiques ont réarmé massivement, en particulier les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Donc vous voyez le problème des Européens aujourd'hui, c'est qu'ils sont à 2 générations de désarmement, là où les autres acteurs stratégiques réarment depuis une génération de manière très massive. Pour vous donner un ordre de grandeur, la dépense militaire globale a doublé entre 2002 et 2022. Elle est aujourd'hui de l'ordre de 2200 milliards d'euros. Alors je vais finir parce que le temps passe, mais je voulais insister sur ce point, sur comment l'Europe se situe entre la géopolitique de l'énergie et celle des données, comment elle a perdu avec la guerre d'Ukraine sa stabilité stratégique, comment elle est dans une situation de désarmement par rapport à d'autres acteurs stratégiques. Et la situation aujourd'hui, peut-être la définir de la manière suivante, c'est que la guerre d'Ukraine provoque une sorte de triple dépendance de l'Europe. La première, c'est une dépendance qui s'est renforcée vis-à-vis des États-Unis, que ce soit en termes militaires, que ce soit en termes énergétiques, puisqu'au fond, elle est allée prendre de l'énergie qu'elle prenait jadis en Russie, elle est allée la prendre en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis, principalement. Une dépendance vis-à-vis des pays du Golfe, qui sont aujourd'hui en termes géopolitiques très riches, parce qu'ils ont bénéficié des prix très élevés du pétrole, et donc elle est dépendante de ces pays, notamment en termes de financement, et elle est aussi dépendante de la Chine, qui est devenue son premier partenaire commercial en 2022. Et donc la grande question, et je m'arrête là, c'est évidemment pour l'Europe sa capacité à exister entre ces grands ensembles. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'encouragement qui vous est fait d'être européen, alors ça veut dire quoi être européen? C'est peut-être à la fois d'être critique et en même temps d'être capable de comprendre le monde et d'y naviguer facilement. Être européen, ça passe très probablement d'abord par cette compréhension et cette volonté de ne pas se laisser piéger par la rivalité sino-américaine d'une part ou par les ambitions impériales d'autres acteurs d'autre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tableau géopolitique express dont on retient notamment l'extraordinaire dépendance de l'Europe en matière militaire. On avait étudié ça dans un dossier récent à Challenge sur les 100 milliards de commandes militaires. Je crois qu'il y en a 70% qui sont partis aux États-Unis depuis la guerre en Ukraine, donc ça montre bien effectivement ce que vous dites sur la dépendance. Alors on bouleverse un petit peu le programme, parce qu'on a en ligne, justement en visio, Jean Viard, mais qui a je crois un engagement. Donc si on est en visio avec lui, je ne sais pas si vous nous recevez, Jean Viard, on va continuer avec vous et ensuite on parlera d'économie avec de 2 éminents économistes sur le plateau. Jean Viard, donc vous êtes sociologue et vous multipliez les sujets d'études et les ouvrages dans des domaines extrêmement différents. Et en ce moment, votre projet, vous bossez sur l'écologie, puisque vous préparez même un livre sur la civilisation écologique. Et donc, on souhaitait vous entendre sur justement le défi écologique de l'Union, puisqu'il y a un grand projet
le Green Deal qui est lancé depuis quelques années et qui est extrêmement controversé et très critiqué en ce moment, notamment avec la crise agricole. Donc on voulait voir avec vous ce que vous pensiez sur la cohérence et les chances de succès de ce grand projet de transition énergétique en Europe. Allô? Oui, on vous entend. Vous m'avez entendu? Allô? Allez-y, on vous entend, Jean Viard. Allô, allô? Ah, voilà, la visio, les affres de la visio. Alors, Merde. monsieur le Vous directeur. m'entendez pas? Non, bon, on vous entend très bien. Allô, allô, il faut que vous ouvriez la ligne. Est-ce que la technique peut faire quelque chose? Bon, on... Allô, allô? Bon, Jean Viard, on est tout oui, hein. Ah bon, très bien. Voilà, Oui, c'est ça, allez-y, allez-y. Elle Donc me sur dit, l'écologie bon, et l'Europe, on excusez-moi, vous n'entendez pas, bon, attend. Excusez-moi, c'est les défauts de la technique. Oui, oui. Alors d'abord, je tiens à dire que je suis sociologue, mais je ne suis pas complètement mauvais dans votre Cénacle parce que je suis quand même docteur en économie. Hein. Donc, au fond... On vous fait confiance, vous n'en faites pas. Vous pouvez m'accepter. Et d'ailleurs, je me pense surtout comme historien du présent. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaye d'analyser, c'est les changements de notre société. Je les observe quotidiennement et j'essaye de voir comment ça marche. Je dirais une chose simple au début. On est dans un monde d'absolue imprévisibilité, totalement aléatoire. Vous voyez, moi, j'ai fait beaucoup de perspectives il y a 20 ans. J'en ferai plus. Je ne sais pas comment on habitera la ville demain. Je ne sais pas exactement quels seront nos conflits et nos liens, etc. C'est-à-dire le monde n'a jamais autant changé. Et je crois qu'il faut d'abord se dire, on ne sait pas comment il évolue. Pour moi, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la nature a pris la main sur l'histoire. Et c'est ça, au fond, qui change le destin de l'homme. C'est que l'humanité avait le sentiment de diriger la nature, soit d'attendre le retour de Fils de Dieu pendant longtemps, soit après, au fond, d'avoir pris pouvoir sur la nature, on va dire, par la révolution industrielle. Pouvoir sur la nature, pouvoir sur les femmes, pouvoir sur les colonies, pouvoir sur le végétal, etc. Un élément de domination, on le voit bien dans la crise agricole. Et on est en train de sortir de ça parce qu'on est allé trop loin, que la nature nous a échappé, si on peut dire les choses comme ça, si tant est qu'on l'ait vraiment dominé. Et donc, actuellement, on court après des accélérations qu'on ne comprend pas. Le GIEC fait un travail fantastique, etc. Mais le pouvoir du politique, qui était justement cette domination sur les femmes, les colonies et la matière, est aujourd'hui un pouvoir qui court après les transformations. Ce qui fait qu'évidemment, la confiance des milieux populaires a complètement changé. Donc ça, si vous voulez, c'est le cadre, le fond du cadre. Et là-dedans, moi, il y a deux mots qui me font peur, c'est décivilisation et décroissance. Parce que ces deux mots sont des mots qui favorisent les populismes, sont des mots qui mettent en avant notre impuissance et sont des mots qui n'ouvrent pas de perspective. Pourquoi? Raison simple. Je pense que la révolution industrielle, on l'a vécue en passant petit à petit des appartenances religieuses aux appartenances de classe sociale et de nation. Les nations se sont affrontées, effectivement, et l'Europe a permis de créer un havre de paix, même si en ce moment l'Europe redevient à sa frontière une zone de guerre. Et surtout, cet ensemble-là a permis qu'on évolue profondément. Et on évolue de quelle manière? De deux manières. D'un côté, l'individu est sorti des cadres historiques, soit anciens, le mariage, soit plus modernes, les classes sociales. Et donc on est des individus qui n'ont jamais été aussi libres. Il y a un chiffre que je vais vous donner. 63% des bébés naissent hors mariage. Ça dit très bien, on n'est plus dans le mariage. On n'est plus forcément dans la démocratie, on n'est pas obligé d'aller voter. On n'est même pas obligé d'être propriétaire. On peut préférer, quand on est jeune, le CDD au CDI. C'est cette société de souplesse. Ce n'est pas une société d'abandon. On n'a jamais été aussi lié par des tribus familiales, on n'a jamais été aussi lié par le monde associatif. Mais le cas de la commune, non. On est dans une société liée par le numérique et liée par la proximité, le local, on va dire. C'est ça qui réorganise les sociétés à l'intérieur. Donc on est dans cette transformation autour d'un individu qui émerge de ce côté-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la grande guerre climatique, moi j'appelle ça comme ça, qui a commencé, qui est au fond la suite de la grande pandémie. La grande pandémie, il faut quand même se dire qu'on s'était entre 3 et 5 milliards enfermés chez nous. On a sauvé à peu près 300 millions de vies. Le vaccin a sauvé entre 20 et 30 millions de personnes. À la fin des victimes, on ne sait pas bien, il y en aura entre 7 et 15 millions. On est là-dedans, mais on a vu qu'on pouvait mener tous ensemble le même combat. Se lier par Internet, communiquer en intrafamilial, dans le boulot, dans la culture, etc., par le monde numérique. Le monde numérique a pris le pouvoir dans cette guerre. Mais la grande guerre climatique, pour moi, c'est, si vous voulez, le pangolin, c'est comme l'archiduc de Sarajevo. C'est là où a commencé le grand combat, effectivement, pour essayer que l'humanité se modifie
s'adapte d'abord au réchauffement climatique et essaye de le limiter. On est dans ces combats-là. Et je crois qu'il faut dire ça. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un commun mondial énorme qui est effectivement ce réchauffement, et pas seulement, enfin l'ensemble des dérèglements naturels. De l'autre côté, il y a des individus de plus en plus autonomes. Du coup, entre les deux, les classes sociales, les nations, les religions deviennent des appartenances qui existent, bien sûr, pour un certain nombre de gens minoritaires. 52% des Français ne se reconnaissent pas dans une religion, par exemple. Et il y en a beaucoup qui se reconnaissent plus de point de vue culturel que religieux. Donc on est dans cette société, y compris, je signale en passant, qu'il y a autant de musulmans qui vont à la mosquée que de catholiques qui vont à l'église chaque semaine, pour qu'on voit la société changer. Voilà, on est dans ce contexte. Un individu de plus en plus autonome, qui n'a jamais été aussi libre, qui fait beaucoup l'amour, qui fait beaucoup d'enfants en mariage, etc., et une société planétaire. Alors, évidemment, l'Europe, c'est entre les deux, ce qui peut nous permettre effectivement d'avoir un espace de protection, d'appartenance et d'innovation. L'innovation est essentielle, parce que la grande guerre climatique, c'est une bataille à la fois. On a deux outils. On a l'intelligence artificielle, qui est en train d'accélérer, qui va casser des emplois mais créer de la richesse. Et de l'autre côté, on a l'industrie qui devient une grande industrie du vivant, comme l'agriculture doit devenir une grande agriculture du vivant, ce qu'elle est beaucoup plus qu'on ne le dit dans les villes. Moi, qui suis très proche du milieu agricole, des fois ça me contrarie un peu qu'on oublie cet énorme travail, ce jeu avec le vivant, le vent, le soleil, l'eau, la terre, qui est le travail quotidien du paysan. Donc l'industrie du vivant, l'IA, d'un côté ça coûte, de l'autre côté il y a des ressources. Comment on crée des liens entre les deux? Est-ce que c'est au niveau européen? Est-ce que c'est au niveau local? Regardez dans les fermes, on achète des drones de plus en plus, parce que grâce à l'IA, les drones vont surveiller les exploitations, et on va dire, là-bas au bout du champ, il y a une maladie qui démarre, et on ne va pas traiter tout le champ, donc on va complètement diminuer les entrants chimiques, etc. On est là-dedans. On est dans cette situation. Mais on est dans une zone d'incertitude terrible, parce que les politiques, le monde qui nous gouverne, est tout le temps dans la chute des civilisations, recul du mariage, réarmement, etc. Tous ces mots sont des mots d'effondrement. Alors qu'en réalité, bien sûr que ces effondrements sont justes. Il y a des civilisations, mais il y a recivilisation. Il y a multiplicité des liens, il y a des vies beaucoup plus longues. On a gagné 25 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Ces 25 ans qu'on a gagnés entraînent des... Moi, je dis souvent, plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Donc ça donne des mouvements dans tous les sens. Mais est-ce qu'on a été plus heureux à d'autres époques? Je ne sais pas. Donc la question, on est dans ce maelstrom de changement. Je ne peux pas être beaucoup plus long, évidemment, puisqu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Monsieur Viard, juste pour terminer, excusez-moi, puisqu'on n'a effectivement pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire en une minute si vous pensez que l'Europe est bien partie sur la révolution écologique ou pas? Mais je pense, si vous voulez, que l'Europe est le stade intermédiaire qui nous sécurise. Il ne faut pas jeter les vieilles appartenances, notamment parce que c'est celle des milieux populaires, et c'est pour ça que le populisme les récupère. Mais elles sont devenues secondaires. On est multi-appartenants. Je pense que, si vous voulez, l'Europe, on l'a bien vu sur la question agricole. Le problème, c'est que ce n'est pas les scientifiques qui doivent gouverner les sociétés, c'est la conviction démocratique. Par exemple, en matière agricole, je pense qu'on avait fait des règles qui étaient très bonnes. On avait un peu oublié qu'il fallait être accompagné, les gens qui étaient concernés en premier lieu, les paysans, et pas forcément avec des règles, avec du respect, avec de la discussion, etc. Donc je dirais l'Europe n'est pas mal partie, mais l'Europe, effectivement, dans cette grande guerre, il doit beaucoup plus écouter les gens, discuter avec eux, etc. C'est ça le grand point. Il ne suffit pas d'avoir raison. On peut décider de tous mourir, c'est pas interdit. Si on veut décider de vivre, il faut qu'on soit chacun convaincu que c'est la bonne route. Merci beaucoup, Jean Viard. Alors, on va donner désormais la parole à nos économistes. Et je commence par Robert Boyer. Donc, je suis très heureux de vous avoir, Monsieur Boyer. Et alors, juste un petit mot personnel. Moi, ça me fait quand même quelque chose. J'ai fait des études d'économie avant de faire du journalisme. Et je me souviens avoir étudié la théorie de la régulation de Robert Boyer. Donc, je ne pensais pas me trouver à vos côtés quelques années plus tard. Et voilà. Et je pense que les étudiants qui sont là, certains d'entre eux ont sans doute étudié la théorie de la régulation. Donc il est là, Robert Boyer, pour nous parler d'Europe et notamment des réalisations économiques de l'Europe. Quel diagnostic on peut porter sur ce qui s'est fait, sur la construction économique, sur l'innovation, sur l'euro? Quel regard portez-vous sur ces grandes réalisations, optimistes ou pessimistes? Je crois que la clarté résulte de la confrontation des points de vue. Et je vous en introduire un complémentaire des deux précédents. Je vais poser 3 questions. 1, l'Europe a-t-elle tenu ses promesses? Deuxième question, si ce n'est pas tout à fait le cas, pourquoi? Troisième question, est-ce que la nouvelle géopolitique change complètement l'agenda de l'Europe? J'ai participé à l'élaboration de la stratégie de Lisbonne. Vous ne pouvez pas imaginer ma tristesse, parce que ça consistait à faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010,
capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Alors, l'Europe est à la traîne dans le numérique, aggravée par l'IA. Les techniques contribuant à la décarbonation sont importées de Chine. La croissance est telle que le financement de la couverture sociale qui définit la forme des sociétés européennes est en question et on essaie de rationaliser cette couverture sociale. Et comme cette couverture sociale couvre les plus précaires, voilà que se développent des mouvements populistes qui ne sont pas prêts du tout à déléguer de la souveraineté à l'Europe. Donc vous voyez, le toucher-couler, erreur complète d'analyse. Pourquoi? Alors, il y a un réseau de détermination. Est très simple. Je crois que comme l'euro a été créé en déséquilibre, ce n'était pas une zone monétaire avec la mobilité des capitaux, du travail, des salaires, qui permettait à cette zone de prospérer normalement. On est allé de déséquilibre en déséquilibre. Et beaucoup d'énergie a été dépensée. Comment compléter les piliers manquants de l'euro pour que l'euro continue? Alors, le grand succès, c'est que même les partis d'extrême droite aujourd'hui considèrent que l'euro est une magnifique protection. Bravo! Par contre, a été complètement oublié les aspects de politique industrielle. Et la chose qui est tout à fait intéressante, si vous regardez les sommets européens, s'affrontent de tous côtés les vertueux qui veulent considérer une Europe prudentielle, on respecte les règles des déficits, et ceux qui disent non, il nous faut un petit peu de coordination supplémentaire. Et cette énergie négative, c'est un jeu à somme nulle, a occupé tellement d'énergie qu'on a oublié les objectifs de Lisbonne. Je vais être très rapide. Nous vivons une nouvelle période. Je suis très content de votre exposé. Je crois que si j'avais à faire ma carrière, je deviendrais géopolitologue économiste. Parce que grosso modo, les grands changements qui sont venus sont un, la pandémie nous a montré que l'Europe était un tout petit ensemble dans ce monde global. Donc voilà, on a eu une globalisation. L'Europe n'est pas le centre du monde, on n'est qu'une de ses appendices. Deuxième élément, on s'est aperçu d'une dépendance productive, si vous voulez, que nous ne soyons pas capables de produire des masques, alors même que l'Institut Pasteur ne soit pas capable de produire des vaccins, c'était une révolution. Et du coup, on s'est aperçu que des enjeux fondamentaux dépassaient l'Europe et qu'elle n'avait pas les moyens de les satisfaire. Par contre, nous avons maintenant 3 changements qui sont tout à fait importants. L'industrie, alors je fais 3 propositions, mais elles sont très idéales, il faut donner du temps au temps, ça nécessiterait une décennie. Les industries d'armement sont absolument fondamentales. Or, elles ont été aux États-Unis la matrice des nouvelles technologies. Donc, le grand élément serait utiliser ces dépenses de défense, non seulement pour payer des armes, mais pour instituer l'équivalent d'un DARPA, c'est-à-dire d'une agence gouvernementale européenne qui favorise par la coopération et le partenariat entre entreprises européennes de la génération de nouvelles technologies qui seront appliquées pour relever la croissance potentielle de l'Europe. Parce que le grand drame, c'est que nous vivons une quasi-stagnation, alors que vous avez vu la Chine a des grands problèmes et des grandes potentialités, et vous avez vu le retour de la croissance tout à fait fondamental. Et si nous ne voulons pas que l'Europe soit la variable d'ajustement entre le protectionnisme rampant et peut-être ouvert des États-Unis, et la montée en régime, la demande intérieure en Chine est tellement faible que la pression à l'exportation sera très forte, elle sera bloquée aux États-Unis, elle s'épanouirait en Europe. Du coup, chose très très importante, réarmer technologique. Deuxième élément, les programmes publics sont absolument essentiels comme catalyseurs de tous les investissements nécessaires pour l'indépendance énergétique, le changement climatique. Et cet aspect-là est absolument fondamental, nécessite beaucoup plus que la juxtaposition de budget, mais dans le prolongement du modèle nouvelle génération, une coopération tout à fait explicite. Troisième élément, c'est la question de la fiscalité, c'est la question de la couverture sociale. Le plan nouvelle génération a été financé par l'émission de bons du Trésor, qui sont pour l'instant garantis par aucune taxation. C'est le moment de poser la question d'une fiscalité européenne qui autonomiserait la dynamique. Alors, quel est l'intérêt? C'est tout simplement, dans ce cas-là, de faire l'Europe protection, non seulement de sécurité extérieure, mais aussi interne, en défendant le modèle européen à un double niveau, à l'intérieur des sociétés, en évitant la paupérisation. Et deuxième élément, que le principe de concurrence libre et non faussée soit complémenté par un principe de coopération au niveau européen
pour produire les biens publics qui permettront à l'Europe de... Vaste programme, avons-nous les politiques permettant de faire ça? Parce que grosso modo, je vais sortir de nos compétences. Pour moi, le temps est venu de l'Europe puissance. Elle a été oubliée. Et le gap intellectuel est monumental. Vous êtes jeune, vous verrez la fin de l'histoire, mais beaucoup d'étapes sont devant nous pour surmonter ces contradictions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un petit peu déprimant, mais vous avez posé les bonnes questions. Donc voilà. C'est réaliste, hein. Voilà. Je n'ai projeté aucune humeur du matin. Je suis très tout à fait. Ça n'a aucune d'humeur défavorable. Tout à fait. Analytiquement. On a bien compris. J'ai oublié deux petites choses que je rappelle. Vous savez, nous sommes en direct. Il y a des salles d'audience de ces rencontres à Nantes, à Bruxelles, à Versailles, à Paris. Donc voilà, tous ces étudiants qui nous écoutent. Et on est très heureux. Et je vous invite aussi à poser vos questions. Il y a le hashtag Printemps de l'écho. Je les attends pour la dernière partie de notre débat. Alors, Natacha Valla, par rapport à ces questions qui ont été posées et qui mettent vraiment l'Europe face à ses responsabilités, on attend un peu vos réponses. Vous êtes donc doyenne de l'école de management et d'innovation de Sciences Po, mais vous avez aussi été en poste pendant 3 ans, je crois, à la BCE. Donc vous étiez au cœur du réacteur de la construction monétaire de la zone euro, et j'aimerais bien avoir vos réponses par rapport aux questions posées par Robert Boyer. Est-ce que l'Europe peut changer? Moi, je note notamment un changement important sur la politique industrielle. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas de subventions. C'était la règle du marché libre et la concurrence non faussée. Et depuis, on voit quand même une mutation. Donc, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est suffisante? On attend vos lumières. Je voudrais commencer par moi aussi de faire rendre un hommage à mon voisin de gauche, puisqu'effectivement j'ai grandi avec les livres sur la régulation de M. Boyer, aussi les livres de M. Aglietta. C'est ce qui m'a valu de rentrer à la Banque Centrale Européenne, alors un peu plus que 3 ans, puisque c'était en 2001, et j'en suis partie en 2020, avec quelques parenthèses au milieu. Donc la construction européenne a vraiment été les propos sur l'euro me sont très chers. Je voudrais faire une sorte de synthèse parce que vous disiez, j'aimerais commencer, si je commençais ma carrière maintenant, je serais géopolitologue, mais aussi économiste. Et en réalité, les économistes, avec les géopolitologues, ou comme on veut, on construit la géoéconomie. Et la géoéconomie aujourd'hui, c'est un courant qui est quand même assez fort en Europe. C'est pas rien de le dire, il y a beaucoup de franco-allemands aussi. Un centre a été monté à Berlin pour justement comprendre comment cette géopolitique est un intrant dans les mécaniques économiques. Alors les mécaniques économiques sur le système monétaire international, mais aussi sur l'évolution des échanges. On a montré par exemple, c'est un exemple très précis parmi des centaines d'autres, mais que les opérations de M&A, de fusion-acquisition, alors il n'y a rien de purement financier que ça, et ben, c'est largement influencé aujourd'hui par des affinités géopolitiques telles qu'on les définit par les votes aux Nations Unies ou d'autres indicateurs. Donc cet élément-là, il est vraiment très profondément ancré aujourd'hui comme un déterminant in fine de la croissance. Et il faut en avoir conscience, et pour l'Europe, c'est un élément important justement pour ce qui a été dit. Alors, effectivement, le projet euro a absorbé beaucoup d'énergie depuis même les années 70. On l'a concrétisé avec l'introduction de l'euro au début des années 2000, mais ça a pris beaucoup d'énergie. On pourrait être très pessimiste aujourd'hui en se disant qu'après plus de 20 ans d'existence, l'euro n'a pas réussi à être complet, comme on dit. C'est-à-dire qu'il manque à l'euro ce que les économistes américains un peu détracteurs de notre modèle nous reprochent en souriant, c'est-à-dire qu'il nous manque une Europe budgétaire, et que tant qu'on n'est pas capable de construire cette Europe budgétaire, qui suppose une forme de solidarité, de mutualisation des risques, de transfert de fonds qui sont collectés par les impôts d'un pays à l'autre, entre les frontières, ça on n'a pas réussi à le construire. Et c'est vrai qu'on pourrait voir le débat actuel, c'est-à-dire tout ce qui a eu lieu jusqu'en décembre sur l'étude des règles budgétaires, par exemple, on voit qu'on patine, on voit que malgré les crises qu'on a traversées, on n'arrive pas à dépasser ces différences.
essentiellement entre la France et l'Allemagne. C'est un peu un résumé de l'Europe du Sud versus l'Europe du Nord, si on simplifie les choses. Alors, est-ce qu'il faut être pessimiste, se dire on baisse les bras, on n'y arrivera jamais? Est-ce qu'il faut continuer à creuser le sillon? Ou est-ce qu'il faut se dire, et moi j'aurais tendance à penser comme ça, soyons pragmatiques. On nous prédisait que l'euro ne survivrait pas 5 ans tant qu'on n'aurait pas une obligation commune. Et en fait, on y est encore. Non seulement on y est encore, mais un soutien citoyen derrière l'euro qui est formidable, un soutien des entreprises qui voient bien qu'elles ont grand avantage à pouvoir se financer quand même si ce n'est pas parfait entre les différents pays, et avoir une monnaie qui, malgré tout, constitue, c'est pas une monnaie dominante au sens où on l'entend sur le dollar depuis des décennies, mais c'est quand même une monnaie qui fait un petit quart des réserves, un petit quart des échanges, etc. Et cet environnement-là, l'évolution de ce qui était mentionné au départ, et j'ai bien aimé cette introduction sur la transition et la géopolitique du pétrole, on voit qu'il y a une érosion du fondement du dollar comme monnaie internationale qui est même plus qu'insidieuse. On voit que 10% des réserves, quand on parle des réserves de change, sont sorties du dollar, elles ne sont pas venues vers l'euro, elles sont venues vers d'autres monnaies de type franc suisse, dollar canadien, enfin des choses qui sont un peu des monnaies sûres, on va dire, un petit peu vers le yuan aussi. Donc ce système dollar s'effrite quand même un peu. L'euro n'est pas du tout en position de force, mais il n'est pas dans une... Voilà, il est un peu entre deux eaux, et on pourrait se dire, saisissons-nous de cet instant pour faire ce que M. Breuiller disait tout à l'heure, faire revenir sur le rayonnement européen en utilisant sans doute la monnaie parce qu'elle a le mérite d'exister, mais aussi en réinvestissant d'autres domaines que sont la politique industrielle, le positionnement sur les grands enjeux qui demandent de gros investissements en termes de points de PIB. Et c'est le deuxième point que je voulais souligner. Est-ce qu'on doit être optimiste ou pessimiste par rapport à un fait qui est quand même un petit peu dramatique, qui est celui de... Outre avoir sous-investi dans la défense, on a aussi sous-investi dans la recherche et le développement en Europe. Ça a été vrai de tout temps quand on se compare, de tout temps, entendons-nous, dans les 20 dernières années, quand on se compare aux États-Unis, ça fait en grosso modo 1 point et demi de PIB de différence d'investissement année après année. Ça fait beaucoup sur des gros PIB comme ça. Mais depuis peu, on est en deçà de la Chine qui investit massivement sur des technologies de pointe, des technologies disruptives et dans l'innovation. Et donc ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on se dit on n'a pas de GAFAM? Ben, tant pis, on a perdu la partie et on va dans une sorte de déliquescence? Non, on est quand même capable de produire. Et ça, quand on regarde les sous-jacents de la productivité européenne, qui n'est pas très bonne, mais ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on n'est pas tellement capable de faire de la recherche fondamentale, mais on est très fort pour la diffuser, pour la mettre, pour utiliser ce que font les autres en réalité, pour finalement diffuser ça dans des processus industriels sur l'industrie qui nous reste et des processus de production de la valeur ajoutée. Donc encore une fois, ça n'allait pas dans le bon sens, mais on a quand même des points forts dont on peut espérer de la croissance future, de la productivité future. Donc mettons l'accent là-dessus. Peut-être un dernier point sur la notion de fragmentation, puisque c'était quand même le thème général. La fragmentation, et là ça a été très bien dit au départ, je trouve, la fragmentation, elle est finalement partout. C'est une fragmentation au niveau de la géopolitique mondiale, une fragmentation, je le mentionnais d'une certaine manière, entre les pays membres de la zone euro. On n'arrive pas tellement à se remettre d'accord. Et pourtant, on a quand même cette intuition que la paix qui a été acquise et préservée grâce aux institutions européennes, toute imparfaite qu'elle soit, c'est quand même précieux et on l'a quand même encore au sein de nos frontières. Et cette fragmentation, elle s'exerce aussi au sein des frontières même de chaque État membre de l'Union européenne. Et ça, c'est un sujet qu'on a en commun. Donc on a en fait des problématiques en commun entre les pays européens. Et le fait d'avoir cette conscience-là, on verra ce que nous donnera le scrutin au mois de juin. Et juin, effectivement, c'est demain et les pronostics ne sont pas forcément bons. Mais quand même, on n'a pas seulement des terreaux de force de centrifuge. On a aussi des éléments qui nous ont mis ensemble et qui sont toujours persistants et des facteurs potentiels en puissance pour un positionnement au niveau de la croissance de demain qui sont très prometteurs. Donc j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça et ça c'est entre vos mains.
C'est-à-dire que je le vois d'autant plus depuis que je suis à Sciences Po et que je regarde des générations d'étudiants entrer et puis 3 ans plus tard sortir sur le marché du travail, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les associations, sur des projets. Ça va assez vite finalement. Dans quelques années, vous serez vraiment en mesure de faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc la prise de conscience que vous pouvez avoir aujourd'hui de cette force potentielle qui est la nôtre, elle est absolument essentielle parce que vous n'arriverez pas sur le marché du travail avec l'idée que finalement l'Europe, ça ne compte pas. La construction européenne, c'était un projet du passé sur une guerre mondiale qui est reliée à des générations que vous n'avez même plus connues, puisque c'était celle de nos parents et de nos grands-parents. Donc cette mémoire-là, vous êtes encore en mesure de la transformer en un atout formidable. C'est un peu une sorte d'appel à la mobilisation, mais j'y crois véritablement, parce qu'on a construit des choses, pour certaines qui marchent à 3 pattes, mais qui marchent quand même, qui fonctionnent, et dans un état du monde qui, c'est vrai pour l'ordre monétaire international, mais c'est vrai aussi pour d'autres dimensions de la répartition des chaînes de valeur internationales. On n'a pas le temps d'aborder ça, mais comment on relocalise, comment on redéfinit justement l'optimisation des chaînes de valeur en prenant en compte ces dimensions environnementales, etc. Tout ça, on peut avoir un raisonnement qui soit très favorable au modèle qu'on a su développer en Europe, au modèle économique, mais aussi au modèle de société qu'on a voulu mettre en avant. Merci beaucoup. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on s'interroge sur ce que je considère comme les deux échecs de l'Europe, et ça ressort de tous vos propos. En gros, c'est l'Europe de la défense, on en parle depuis des années, on ne l'a toujours pas faite, et l'Europe de l'innovation, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire on a raté la révolution numérique et les GAFA, est-ce qu'on va la rater à nouveau? Monsieur Gomard, comment vous sentez la situation actuelle? On sent qu'il y a des prises de conscience sur deux thèmes, c'est-à-dire beaucoup d'appels à se réarmer, beaucoup d'appels à ne pas rater la révolution de l'IA, par exemple, donc en se basant sur ce qui a échoué dans le passé. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un déclic suffisant et que les dirigeants européens ont la prise de conscience suffisante pour ne pas rater ces deux sujets essentiels? J'aimerais vous répondre oui, mais je vais répondre non. Voilà. Parce que le président de la République en France a indiqué que nous étions en économie de guerre depuis juin 2022. L'idée étant de demander aux industriels de l'armement de produire plus et moins cher. Et c'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on observe sur des segments très rudimentaires, je suis désolé de parler comme ça d'armes de guerre, mais comme les obus, un peu ce que vous rappeliez sur les masques. C'est-à-dire que l'Europe s'était engagée à fournir 1 million d'obus à l'Ukraine en 1 an. Elle en fournira un peu plus d'un tiers, en fait. Bon. Et ça s'explique par 3 raisons principales. La première, c'est l'affaiblissement dans notre appareil productif de l'industrie. Alors, avec des écarts très forts entre pays européens, mais une part de l'industrie en France qui est autour de 10% du PIB. Une deuxième raison que vous avez mentionnée, c'est que, en fait, l'argent injecté dans la relance de la dépense militaire, c'est d'ailleurs assez comparable et assez inquiétant, c'est assez comparable à ce qu'on avait pu observer dans les années 30, n'est pas absorbé par l'appareil productif pour des raisons d'organisation, qui fait que cet argent sert effectivement à acheter beaucoup sur étagère à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Et le troisième élément, c'est que vous avez à peu près 1/5 des programmes, enfin des armes achetées par les Européens qui sont le fruit de coopération européenne, 1/5. Donc c'est très en deçà de ce qui pourrait être fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon la BITD, la base industrielle de technologie et de défense. Il y a une volonté de la développer et de la concevoir au niveau européen, parce qu'il y a beaucoup d'effets de doublons. En même temps, les Européens dépensent de manière, contrairement peut-être, ou plutôt pour corriger l'image de ce que j'ai dit, dépensent à peu près 250 milliards par an additionnés de dépenses militaires. Donc ce n'est pas du tout rien à l'échelle globale, mais avec des effets de redondance importante. Et donc, je pense que c'est la bonne direction. C'est ce qui a été un certain nombre de documents comme les institutions européennes en ont le secret qui viennent d'être éditées, enfin produites là-dessus. Mais à mon sens, par rapport à ce qui s'annonce, c'est insuffisant et trop lent. Et
Alors, un mot sur l'innovation. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a une prise de conscience dans ce que vous voyez pour ne pas rater la nouvelle révolution ou pas? Ouais. Envers Boyer l'a rappelé, c'est assez cruel en réalité de rappeler la stratégie de Lisbonne par rapport aux ambitions qui étaient les siennes. Le projet de DARPA à l'Europe, moi je suis dans le métier depuis 20 ans, j'en entends parler depuis 20 ans, et je pense que le fond de l'affaire, il est pas tellement... on a des capacités, à mon avis, technologiques d'innovation scientifique, mais il est surtout dans l'accès au capital. C'est-à-dire qu'on a un accès aux capitaux qui n'est en rien comparable à celui des États-Unis. Il y a un chiffre intéressant à avoir à l'esprit quand même, hein. Sur les 100 premières capitalisations boursières mondiales, vous avez 64 entreprises américaines, 9 entreprises chinoises et 19 entreprises européennes, si on inclut la Suisse et le Royaume-Uni. Bon. Donc c'est pas rien ça, et puis le reste est des entreprises ce qu'on pourrait appeler le sud transactionnel, ce qui montre d'ailleurs aussi comment il y a un décalage très fort entre ce qu'on appelle le sud global dans sa portée politique et la réalité des organisations. Bon. Donc ça veut dire que c'est pas rien, mais ça pose quand même la question assez fondamentale du lien transatlantique. Il y a les élections européennes le 9 juin qui sont décisives, mais qui sont d'une certaine manière, à mon sens, malheureusement pour l'avenir du continent, moins décisives que les élections américaines. Et donc il y a à mon avis une question qui va se poser assez rapidement, qui est celle des transferts de technologie, lesquels historiquement et à mon avis à l'avenir se feront en partie dans le cadre d'alliances militaires, ce qui repositionne l'OTAN comme élément clé en matière d'innovation technologique. Pas directement, mais comme cadre politique permettant les transferts de technologie. Merci. Robert Boyer, un peu la même question sur l'innovation. Est-ce que j'ai bien vu votre analyse critique du début, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un changement de paradigme quand on voit la course aux subventions qui était interdite jusqu'alors pour attirer les usines, les grandes usines de batteries en France ou en Allemagne? On voit bien que le logiciel a changé. C'est-à-dire que le logiciel n'est plus celui de la libre concurrence, mais de l'intervention de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai changement? Moi, ce qui me frappe, c'est justement le décalage dans les GAFAM. Les scientifiques leaders sont des scientifiques européens. Et donc la question n'aura pas pu assembler la maïeutique d'entreprises, de capital, d'investissement et de talent. Et c'est ça nous avons tous les ingrédients, mais nous ne savons pas faire les faire se coaliser en un élément important. Et n'oubliez pas, je crois beaucoup au rendement d'échelle. Par exemple, notre plan à nous d'IA, ça se compte par centaines de millions. En Chine, c'est par vingtaines de milliards. Et vous voyez, il y a des rendements d'échelle, la probabilité de réussir. Et ces rendements croissants sont déjà tels que je crois que l'Europe a perdu d'ores et déjà la bataille de l'IA, malgré nos très talentueux scientifiques. Et alors, dernier point, j'ai l'impression qu'il reste un certain nationalisme. La grande difficulté, j'aurais rêvé, l'Airbus n'est pas un fait de l'Europe, c'est un fait d'un consortium d'entreprises européennes. Je vais au fond de ma pensée. Je suis spécialiste des diversité des capitaux. Il n'y a pas eu formation d'un capitalisme européen qui aurait internalisé la nécessité à long terme de fournir tous les attributs de la puissance. Et c'est ça le grand drame. Chacun continue à développer sa politique nationale. Et c'est ça le grand échec. Il n'a pas eu europanisation du capitalisme. Et du coup, ces plans se déclinent comme... on fait concurrence pour accueillir les usines de batteries. Il n'y a pas cet élément-là. Et donc, nous avons, à mon avis, beaucoup de retard. Mais on ne sort jamais des crises de cette gravité de façon linéaire. On ne peut pas extrapoler ça. On ne peut pas extrapoler 10 ans les situations actuelles. Il y a des points de rupture où on aurait à resynchroniser brutalement la société. Alors, dernier point avec un élément important, est-ce que l'État, c'est eux ou c'est nous? Il y a un élément très important dans la politique, reconstituer un collectif de décision dans lequel la question de la survie. Donc je dirais que le retard dans l'innovation. Alors dernier point, la Chine est en crise très structurelle, mais par surproduction. Et donc je redoute que l'administration américaine nouvelle bloque, soit très protectionniste, et que l'Europe soit le champ de déversement. Et je suis très inquiet de l'affaiblissement, par exemple, de l'industrie automobile allemande, parce que, grosso modo, elle risque d'être la victime de la pression extrême des entreprises. Donc voilà, la question, c'est, à mon avis, nous vivons encore dans le chacun pour soi. Et ce retard-là est important. Alors, dernier point, il faudrait la constitution d'une société politique européenne. Grosso modo, il faudrait qu'il y ait à Bruxelles
ou à Strasbourg, des manifestations européennes qui forment l'identité politique. Et pour l'instant, le Parlement est un demi-parlement, puisqu'il organise les dépenses, mais pas la fiscalité. Donc, la Commission est technocratique. Donc, il y a un manque de politique entrepreneuriale européenne. Il va être bien. Donc, voilà pourquoi j'ose le terme de « le temps est venu de l'Europe puissance », mais presque personne ne la veut, si ce n'est théoriquement. Merci. Alors pour conclure, Natacha Valla, par rapport à ce tableau pas très positif, est-ce que vous pensez vous aussi qu'on a perdu la révolution technologique, ou il y a encore une chance de ne pas la perdre? Mais qu'est-ce qui peut susciter le déclic, à votre avis? Je pense que c'est un double déclic qui est à la fois dans les grands concepts et dans le diable des détails. On a parlé de l'accès au capital, et je pense que c'est vraiment fondamental. Pourquoi on n'a pas réussi à créer un environnement qui permette aux entreprises de croître? Là, si vous allez faire votre entreprise en sortant de votre master ou d'autres bachelor même, vous allez avoir du succès pour qui ça va marcher. Puis après, au bout de 2-3 ans, il faudra grandir, et vous n'arriverez pas à grandir parce que vous ne trouverez pas les moyens de le faire en Europe, en France, en Europe. Et vous irez chercher l'argent ailleurs. Donc c'est exactement ça, très concrètement, ce sur quoi il faut travailler. Malheureusement, ces discussions-là très techniques, et elles sont très techniques, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent. L'union des marchés de capitaux, quelle régulation, un produit d'épargne européen, tout ça, c'est des choses qui ont été déjà pensées il y a peut-être 10 ans, mais qui sont affinées aujourd'hui. Et il y a plein de rapports qui sont en préparation, qui vont sortir justement en amont des élections. Mais quand je vous dis ça, vous vous dites oh, ça c'est pour les sphères qui sont très loin de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne vend pas ces discussions ni aux citoyens, ni aux entreprises infra-grands groupes. Les grands groupes qui ont accès au marché, ils sont tout à fait au fait de toutes ces discussions, et de toute façon, ils s'en sortent autrement. Mais les petites entreprises, les ETI, les citoyens, pour eux, si on dit finance, union de marché de capitaux, c'est peut-être des gros mots, ou en tout cas très loin. Les petites entreprises, par exemple allemandes, on leur dit ah, mais ce serait bien de pouvoir capter, de pouvoir mettre l'épargne allemande un petit peu partout ailleurs. Elles n'en ont pas grand-chose à faire parce que dans le fond, elles n'ont pas du tout envie d'ouvrir leur capital. Et puis ensuite, elles ont leur relation avec une banque locale alors les banques locales, parfois, ça devient un petit peu difficile en termes de stabilité. Mais voilà, le système fonctionne. Les épargnants, ils ont des systèmes de retraite par répartition. Donc, à quoi ça correspond de dire il faut de la retraite par capitalisation et utiliser cette épargne-là pour aller faire du financement de capital risque? Donc, on ne connecte pas toutes ces problématiques-là. Et c'est un travail, là, à ce moment-là, vraiment de pédagogie sur le capitalisme et la forme de capitalisme qu'on veut en Europe. Effectivement, le capitalisme anglo-saxon a montré ses limites, en Europe comme ailleurs, et peut-être ailleurs plus qu'en Europe. Et c'est le moment aujourd'hui de se dire, on met quand même l'entreprise au centre des parties prenantes, au même titre que le citoyen, au même titre que l'État. Et on voit comment la production de valeur ajoutée peut contribuer à, in fine, qui était notre point de départ dans la dernière question, à faire en sorte que l'épargne européenne, le capital européen, aille s'investir en Europe sur des entreprises et des secteurs de croissance, et donc sur de l'innovation, et donc apte à prendre du risque sur le long terme. Merci beaucoup, je crois qu'on a dépassé le temps. En tout cas, merci aux intervenants, c'était extrêmement clair, sans concession. Ça ouvre bien le débat pour la suite. À bientôt.